Bonjour à toutes et à tous. Je reçois aujourd'hui Christophe Bichet. Christophe, c'est ni plus ni moins que 30 années de fortitude, de résilience à l'état pur. À l'âge de 4 ans, on annonce à ses parents qu'il est atteint d'une maladie génétique rare, la maladie de Fanconi. En quelques mots, cela signifie qu'il est vulnérable à toutes les infections, toutes les maladies et toutes les blessures. Son espérance de vie est alors fixée à 15 ans. Mais c'était sans compter la véritable espérance, celle de ses parents tout d'abord, qui ont continué à vivre presque normalement, sans rien s'interdire, sans rien lui interdire. C'est ainsi qu'après avoir été diagnostiqué à 4 ans, il découvre l'escalade à 6 ans et rien ne l'arrêtera par la suite. Pas la greffe de moelle osseuse, pas les cancers à répétition, ni même son apparente fragilité, puisqu'il ne mesure qu'un mètre 50. Aujourd'hui âgé de 38 ans et père de famille, Christophe est l'un des meilleurs escaladeurs français et un conférencier à succès. Christophe nous explique que c'est l'action qui l'a sauvé. L'action de grimper, l'action d'aider les autres, l'action de créer une famille, l'action d'avoir des projets toujours et encore. Il a rencontré d'autres malades comme lui dans le monde entier. Seuls ont survécu ceux qui avaient des projets et étaient dans l'action. Tous les autres, centrés sur leurs conditions et leurs maladies, sont morts. Tous sans exception. Son témoignage fait écho à ceux de Viktor Frankl, rescapé des camps nazis, ou Alexandre Solzhenitsyn, rescapé du goulag soviétique. C'est avoir quelque chose à construire, à donner, à partager, qui alimente la résilience et notre capacité à subir. Ma rencontre avec Christophe et cet épisode m'ont fait tellement de bien. Quand je pense à lui, je souris. Vous comprendrez quand vous l'aurez écouté. Christophe Bichet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce nouvel épisode de Fortitude. Donc, pour te présenter, pour ceux de nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, donc tu vas avoir 38 ans en août, tu vis entre Annecy et Paris. On peut te présenter sans rougir comme un des meilleurs grimpeurs français. Tu fais partie de l'élite de l'escalade française, c'est ça? Oui. Et tu es aussi conférencier. Je crois qu'on peut te présenter comme ça. C'est-à-dire que tu animes des conférences auprès de différents types d'organismes, des entreprises, des grandes entreprises, des plus petites entreprises, etc. Ta devise, c'est grimper pour vivre. Et voilà un petit peu en quelques mots ce que tu fais aujourd'hui. Et alors pourquoi j'ai voulu te contacter et avoir la chance de te recevoir sur Fortitude et de pouvoir partager ton témoignage, c'est que, comme tu le dis toi-même, ta vie, c'est 30 ans de résilience. Et bien évidemment, la résilience, c'est un thème qui nous est cher chez Fortitude. Et effectivement, quand j'ai un petit peu examiné et enquêté sur ton parcours, j'ai été assez impressionné, assez stupéfait. Et je me suis dit que tu avais toute ta place dans ce podcast pour nous partager ton parcours, nous partager tes expériences, tes combats et ta vision des choses, ta philosophie sur la vie, etc. Et je pense que nos auditeurs en seront absolument ravis. Donc, c'est le moment où je vais me taire et je vais te donner la parole, mais je voulais faire quand même cette petite présentation, cette petite synthèse pour expliquer comment on en est arrivé là. Et alors, pourquoi, Christophe, pourquoi ta vie, c'est 30 ans de résilience? Raconte-nous, raconte-nous ton parcours. Oh là là, mamma mia. On va partir peut-être dans les grandes lignes et on essaiera d'affiner ensemble parce que sinon, voilà, sinon ce podcast n'aura jamais de fin. Donc, Il n'y a euh, pas besoin enfin, on est libre. Donc, si ça doit durer 4 heures, ça durera 4 heures. je suis née en Norvège. Je suis née en Norvège dans une famille tout à fait euh, classique, entre guillemets. J'ai un père qui bosse dans la banque, j'ai une maman qui est prof de sport et j'ai la chance d'être dans une famille où en fait tout va à peu près bien. Si tu veux, j'ai un grand frère et un petit frère. Je suis numéro 2, position singulière évidemment dans les fratries. Et Toujours compliqué, oui. toujours toujours un peu spécial, mais comme premier, comme troisième, comme quatrième, hein. Et bref, tout va vraiment très bien. Mes parents aiment bien voyager, ils aiment bien la nature, donc on a vraiment été au contact de l'élément nature depuis qu'on est tout petit. Ça explique en partie ma passion pour la montagne, pour la grimpe qui s'est développée plus tard.
Mais voilà, tout va très bien jusqu'à ce que, à l'âge de 4 ans, mes parents découvrent qu'en fait, j'ai pas mal de bleus sur le corps, un peu partout. Et au début, compte tenu, de toutes les activités qu'on faisait, ça les étonnait pas tant que ça. Mais après, une batterie d'examens, on rentre en France, de tests un peu différents, bizarres, et cetera. Et les médecins finissent par découvrir chez moi, une maladie génétique rarissime qui s'appelle la maladie de Fanconi. Et à ce moment-là, ils disent à mes parents, moi j'étais petit, je m'en souviens plus du tout, ils leur disent: «Écoutez, votre fils a une maladie génétique rare, sa moelle osseuse ne fonctionne pas ou quasiment plus, donc de moins en moins de globules rouges, de moins en moins de plaquettes, de moins en moins de globules blancs, donc vraiment à risque dans tout un tas de situations quotidiennes de la vie». Et son espérance de vie est, très, très limitée puisque, avec beaucoup de chance, il ira peut-être jusqu'à l'adolescence, mais pas beaucoup plus loin. Donc ça, À ce moment-là, c'était tu as 4 ans, hein, c'est ça? oui, ouais, tout à fait, 4 ans et demi pour être exact, d'après ce que mes parents m'ont dit. Je m'en souviens pas encore, mais oui, oui. Et Est-ce c'est que à ce tu peux, pardon, je te coupe, mais est-ce que tu peux nous expliquer, tu viens de dire que quand il y a une déficience de la moelle osseuse, ça perturbe la production des globules blancs, globules rouges et plaquettes, mais concrètement, qu'est-ce que ça implique pour l'organisme, pour le fonctionnement du corps, très exactement? C'est une vulnérabilité. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Alors, de manière très concrète, quand on a quasiment plus de globules blancs, en fait, on peut choper tous les virus, toutes les infections qui passent, ce qui veut dire que tu peux choper un rhume, comme une hépatite, comme en fait toutes les merdes qui traînent, qui normalement, elles sont bien gérées par l'organisme. Mais si tu n'as plus de globules blancs, tu peux tout à fait, un rhume peut se transformer en une pneumonie et puis c'est terminé. Donc c'est très problématique. Au niveau des globules rouges, si on n'en a plus assez, ce qui moi était vraiment mon cas, non seulement tu t'essouffles très vite, mais lorsque tu n'en as plus du tout, monter un escalier, ça devient impossible et simplement marcher est un effort que tu ne peux plus faire. Donc tu ne peux plus te déplacer non plus, ce qui est problématique. Et en ce qui concerne les plaquettes, c'est tout ce qui permet au corps de refermer les blessures. Donc, quand tu t'égratignes, qu'il y a du sang qui coule, eh bien, si tu n'as pas de plaquettes, ça continue de saigner et potentiellement, ça va vers des hémorragies. Et si on ne peut pas arrêter que le sang coule, ben, ça, c'est la catastrophe. Donc, le risque, moi, j'avais les trois combinés, donc de moins en moins d'énergie, très grande vulnérabilité à tous les virus, à toutes les maladies, et il y avait des risques de faire des hémorragies si, en faisant du ski, si en faisant de la marche à pied, si en faisant je sais pas quoi, je me cognais. Et ben, pour n'importe quelle autre personne, ça aurait pu être complètement anodin, mais pour moi, il y avait le risque que ça déclenche des hémorragies visibles, mais surtout celles invisibles qui sont des hémorragies internes. Donc, voilà un peu de manière concrète ce que ça veut dire. Tes parents t'ont raconté comment ils ont réagi, comment ils ont réagi à cette nouvelle et à cette situation à l'époque? C'est une bonne question. On en a beaucoup parlé ensuite, quand j'étais plus en âge de comprendre tout ça. Mais en fait, il faut comprendre que la grande chance que j'ai, et c'est le cas de la majeure partie des personnes aussi qui ont des histoires de résilience importantes, c'est que j'ai la chance d'avoir vécu dans un environnement familial extrêmement optimiste. Donc ça m'a évidemment énormément aidé. Par la suite, ça m'a aussi causé quelques soucis parce que être dans le suroptimisme, c'est tout aussi débile parfois que d'être dans le surpessimisme. Hein, les extrêmes se rejoignent, mais il n'empêche que mes parents ont toujours été soutenants. Ils ont toujours voulu qu'on continue à faire des activités, des voyages, etc. Donc on ne s'est pas du tout arrêté de vivre. On n'est pas devenu hypochondriaque à cause de ça. Et ça, évidemment, c'est un état d'esprit, c'est un terreau mental absolument nécessaire, indispensable, qui aide en tout cas beaucoup la guérison, la rémission et puis le fait d'aller de l'avant, tout simplement.
Non, pardon, j'insiste sur quelques instants sur tes parents parce que c'est intéressant effectivement Mm. de s'interroger sur cette réaction parce que voilà, quand on est parent et qu'on découvre une maladie de cette nature pour l'un de ses enfants, ça peut être extrêmement angoissant, paralysant et autres. Et donc du coup, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu dirais que cette réaction qui est peut-être la meilleure réaction possible, hein, qui est ben, on continue à vivre, on affronte, on avance. Justement, on ne s'enferme pas dans une bulle et on n'arrête pas de vivre. Est-ce que c'est un tempérament, une réaction qui s'est révélée à la découverte de ta maladie ou leur propre parcours, leur propre vie a fait qu'ils avaient déjà ça en eux et que finalement leur réaction était assez conforme à ce qu'ils étaient ou par rapport aux fruits de leur histoire? Est-ce que c'est quelque chose qui est né par réaction ou qui était déjà là? C'est une excellente question, effectivement, Nicolas. Je, alors, évidemment, la meilleure personne qui puisse répondre, ce sont mes parents eux-mêmes, c'est pas moi. Ceci dit, de ce que j'en sais, c'est qu'il y avait un terreau quand même fertile qui était déjà présent et cette compétence de voir d'abord ce qui va bien et de continuer d'aller de l'avant, elle était déjà présente pour tout un tas de raisons un peu structurelles. J'ai une maman qui a perdu un frère quand elle était jeune. Donc ça, évidemment, ça marque et ça forge une personnalité, c'est clair. Et j'ai un papa qui a une grande famille, c'est-à-dire que lui, c'est l'aîné de 7 frères et sœurs. Et donc pareil, alors c'est une génération au-dessus de nous, ils sont dans la soixantaine maintenant, un peu plus. Donc, il a vécu dans un contexte où indirectement, il devait être celui qui prend en charge. C'est l'aîné, tout simplement, hein, dans une famille un peu, entre guillemets, traditionnelle, sans aucune connotation péjorative. Donc, donc, il y avait quand même un terreau fertile pour que cette compétence de résilience et d'entrain puisse se développer encore davantage lorsque, il y a un énorme pépin comme un de ses enfants qui a une maladie potentiellement mortelle. D'accord, Mm. intéressant. Donc, pardon, donc je t'ai coupé pour insister là-dessus. Tu peux Mm. reprendre ton récit. Donc, tu découvres, enfin, vous découvrez ta maladie à l'âge de 4 ans. On a compris que bah, cette maladie te rend extrêmement vulnérable, en tout cas physiologiquement, et exposé à toute forme de risque, de maladie, de blessures et autres. Et donc là, à cette époque-là, vous viviez encore à Oslo ou pas? Ou quel impact ça a eu sur votre mode de vie? En fait, c'est pile poil, ça a été pile poil, d'après ce que j'ai compris, la période de transition. On devait, dans tous les cas, rentrer en France à ce moment-là, et c'est plus ou moins à la même période que le diagnostic a été posé. D'accord. Ok. Euh, voilà. Mm. Ok. Donc là, du coup, j'imagine que bah, tu es pris en charge. Comment ça se passe concrètement? Comment se manifeste la prise en charge médicale de ta maladie et comment ça impacte ta vie et la vie de ta famille? Eh bien, de manière très concrète, encore une fois, d'abord, il y a eu énormément d'examens, beaucoup d'examens dans différents hôpitaux pour vraiment comprendre, parce que c'est une maladie assez complexe, génétique, héréditaire. Donc, il y a tout un tas de paramètres. Ça impacte la moelle osseuse, mais ça impacte tout un tas d'autres choses aussi qui sont un peu plus mineures, entre guillemets, mais j'ai un génuvalgum, c'est-à-dire que j'ai des jambes qui partent en couille à partir des genoux, en gros. J'ai un rein qui ne fonctionne pas. Enfin, tu vois, il y a deux, trois choses mineures comme ça qu'il a fallu aussi déterminer et évaluer. Et ensuite, j'ai chopé quand même quelques maladies. Je ne me rappelle plus lesquelles, mais j'ai fait plusieurs séjours à l'hôpital pour justement traiter ces maladies un peu bénignes. Mais pour moi, à chaque fois, ça prenait une semaine, 2 semaines à l'hosto. Et surtout, les deux traitements les plus importants pour m'aider à tenir jusqu'à ce qu'on trouve un donneur compatible de moelle osseuse, parce que c'était ça le sujet maintenant, l'urgence, c'était celle-là, c'était de trouver un donneur compatible dans les registres de dons de moelle osseuse en France et à l'étranger.
Et bien, pour tenir, la seule solution, c'était d'avoir des transfusions. Donc, j'ai eu énormément de transfusions, de globules rouges et de plaquettes, essentiellement. Ça a duré longtemps, hein, parce qu'on a attendu 6 ans, au moins, 6 années, avant de trouver un donneur partiellement compatible avec ma moelle osseuse. Et le second traitement, ça a été quelques années après, on a attaqué ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'EPO, pour m'aider à quand même avoir un minimum d'énergie, à pouvoir me déplacer. Donc, tu es en train de nous expliquer que tu es dopé, en fait. Et complètement. Entre, Bon, tu n'as aucun mérite, du coup, on va arrêter cet entretien. J'avais aucun mérite. De 6 ans jusqu'à 11 ans, j'étais honteusement dopée. Je pense que tous les coureurs cyclistes que l'on connaît peuvent aller se rhabiller. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai noté dans ta chronologie, dans ta biographie, pardon, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai découvert ça. Et c'est notamment ce petit détail qui m'a convaincu de te contacter. C'est que quand on lit ta biographie, on apprend qu'à 4 ans, diagnostic de cette maladie terrible, 6 ans, découverte de l'escalade. Donc, tu viens de nous expliquer que tu es extrêmement vulnérable, notamment aux blessures et autres. On a bien compris que visiblement dans ta famille, on n'était pas du genre à trop s'apitoyer, en tout cas s'enfermer, mais de là, 2 ans plus tard, à se lancer dans l'escalade, qui n'est pas forcément l'activité à laquelle on penserait naturellement, compte tenu de ta condition à l'époque, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Alors oui, Comment tu peux nous expliquer la logique? Alors, la logique, en fait, c'est toute simple. C'est vrai que sur le papier, on se dit, ah oui, quand même, mais, mais l'explication, elle est beaucoup plus terre à terre, entre guillemets, banale. C'est que quand on est rentré en France, mes parents, qui ont toujours été fans de camping, canoë-kayak, randonnée, montagne, escalade, on habitait dans la région parisienne et le week-end, on allait dans la forêt de Fontainebleau, qui est un lieu très connu pour la grimpe. Il y a des petits rochers, c'est une forêt absolument magnifique. Les gens viennent du monde entier pour grimper sur ces rochers. Et le week-end, mes parents aimaient bien nous emmener tous les trois grimper là-bas. Donc au début, c'est eux qui escaladaient les rochers et nous, en fait, on s'amusait dans le sable, on jouait, on courait, etc., quoi. Mais, mais n'empêche que, voyant ses parents grimper, qu'est-ce que tu fais? Tu grimpouilles aussi un peu. Donc, c'est assez naturellement que, tu vois, on a quand même été mis en contact de cette activité-là très tôt, très, très tôt. Et ça, forcément, ça a aidé par la suite. C'est pas comme une personne dont les parents n'ont jamais fait de sport, qui se découvre une passion par hasard pendant une sortie de classe à la montagne, quoi. D'où l'importance, effectivement, de ce que j'appelle l'éducation passive et Oui. par ses propres activités, inspirer une curiosité ou une initiative à ses enfants. Pas forcément leur imposer des choses, mais en tout cas leur donner une forme de curiosité et d'envie. Donc, tu découvres l'escalade à l'âge de 6 ans. Donc, si on reprend le parcours du combattant qui a été le tien à l'époque, tu viens de l'évoquer, vers 10 ans, tu as ta première greffe de moelle osseuse, si j'ai bien noté. Et là, c'est bon, une greffe qui, bien évidemment, est extrêmement complexe. J'ai cru noter que tu as une chance sur 4 de survie. Mais alors, une précision quand même. Quand tu dis on a une chance sur 4 de survie, c'est lié à l'opération de greffe ou c'est lié à l'éventuel résultat défavorable de la greffe qui provoquerait du coup une issue fatale? Concrètement, comment ça se passe? Comment ça se passe? Donc, une greffe de moelle osseuse, c'est pas comme une greffe d'un organe défini, pas comme une greffe de cœur, comme une greffe de poumon, où il y a une opération et puis ensuite il y a la convalescence. La moelle osseuse, comme la moelle osseuse, elle est présente partout dans pas dans tous les os, mais quasiment dans tous les os du corps. C'est un processus qui est un peu plus complexe. Et les étapes, c'est que au début, on est obligé
en gros, tuer une grande majorité de ta moelle osseuse existante en faisant de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Donc, on te met volontairement dans une situation de ce qu'on appelle aplasie, ou en gros de grande vulnérabilité, avec, encore une fois, de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Donc ça dure déjà quelques semaines. Et pour que ton corps soit tellement faible, mais juste ce qu'il faut pour quand même continuer de vivre, pour qu'à ce moment-là, on lui injecte la nouvelle moelle osseuse, et pour que celle-là, elle ait de la place pour s'imposer, entre guillemets, dans ton corps. Et pour que l'ancienne moelle osseuse ne réagisse pas trop, parce que le but, quand même, des globules blancs, c'est de réagir à une agression extérieure. Donc, lorsqu'on a une nouvelle moelle osseuse qui arrive dans le corps, il ne faut pas que ton corps réagisse trop, sinon ça crée ce qu'on appelle la maladie du rejet du greffon contre l'autre. Ça s'appelle la GVH. Donc, tout ça pour dire que c'est un processus assez long qui dure plusieurs semaines. Et pendant toutes ces semaines, on est dans une bulle stérile, et on ne peut pas en sortir avant. Ça varie entre 1 mois et puis plusieurs mois. Ça peut être 6 mois, 8 mois, de temps en temps. Ça dure très, très longtemps. Alors, heureusement, les techniques de greffe, elles ont énormément évolué. Mais c'est vrai que juste sur ce processus de est-ce que la nouvelle greffe va être acceptée par ton corps, ce processus qu'on appelle la greffe de moelle osseuse, ça dure longtemps. Et à l'époque où moi je l'ai eu, c'était en 97, les chances de survie étaient de 1 chance sur 4, effectivement, pour une personne qui entre dans le processus de greffe de moelle osseuse. Il y en a 3 qui ne survivent pas, en fait, tout simplement. Et ça, c'est évidemment sans parler de toutes les conséquences à gérer après la sortie de la bulle stérile, où là, il peut encore se passer énormément de choses. Donc oui, c'était rock'n'roll. C'est clair que c'était rock'n'roll. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on n'avait pas trop le choix. C'est-à-dire que soit on tentait une greffe, soit de toute manière, c'était le cercueil d'ici, allez, peut-être 1 an, 2 ans maximum. Donc bon, chacun prend des décisions qu'il souhaite, mais mes parents et moi, en tout cas, on a décidé ensemble de se dire cette situation, ça ne peut plus durer, et plutôt que de vivre moyennement pendant quelques années, enfin de pire en pire, et puis de s'éteindre tranquillement parce que une infection généralisée, parce que je ne sais pas quoi, on se dit, on tente quand même, on tente quelque chose, et si ça ne marche pas, on n'aura pas le regret de ne pas avoir tenté. Tu viens de dire que vous avez pris la décision avec tes parents, et justement, c'est la question que je voulais te poser, parce que là, tu as 10 ans à cette époque-là. J'ai un peu plus, en fait. Il me semble que je pense que c'était 11 ans et demi. C'était plutôt 11 ans et demi, pardon, excuse-moi. D'accord. Ouais. Mais du coup, j'allais te poser la question est-ce que tu te souviens de ton état psychologique, de la manière dont tu as intellectualisé tout ça, comment tu réagissais, est-ce que tu te sentais, voilà, j'allais te poser une question idiote, est-ce que tu avais peur? Mais oui, évidemment que tu avais peur, mais comment tu vivais ta peur? Est-ce que tu te souviens voilà, de ton état psychologique à l'époque face à tout ça? Oui, je m'en souviens à peu près. C'est intéressant parce que il faut bien comprendre que, comme mes premiers souvenirs en tant que personne, de mon enfance, j'ai toujours, dans mes souvenirs conscients en tout cas, moi j'ai toujours vécu avec cette pathologie, avec cette caractéristique-là, si tu veux. Donc, ce qui fait que pour moi, c'était la norme pour moi. C'était normal pour moi d'aller à l'hôpital. C'était vraiment, entre guillemets, classique d'aller faire mes petites transfusions, etc. Ou quand on allait à la montagne, quand on se baladait, j'étais cuit au bout de 15 minutes, quoi, tu vois. C'était vraiment normal. Donc, je n'ai pas vécu la même chose qu'une personne qui découvre quelque chose quand elle est adolescente ou alors quand elle est adulte, qui fait que tout son monde s'écroule d'un seul coup. C'est très, très différent. Donc, il n'y a pas la violence de cette rupture.
Oui, c'est comme les personnes qui sont aveugles de naissance ou qui deviennent aveugles. C'est pas du tout Exactement. le même. Ouais, exactement. Et moi, je me souviens très bien à ce moment-là, avant d'entrer en greffe, il y avait quand même une question qui était primordiale et que j'avais en tête, c'était est-ce que j'ai des chances de mourir? Parce que quand tu es plus grand, tu le comprends très bien, mais quand tu as 11 ans, 12 ans, c'est pas des questions que tu abordes dans l'existence quand, a priori, tout va bien et quand tu as 11 ans ou 12 ans, quoi. C'est pas très classique ça, tu vois? En général, les gens, commencent à partir de 35-40 ans et encore quand ils sont à peu près matures, quoi, tu vois? Mhm. Donc mais n'empêche que moi, j'avais cette question en tête et je me souviens, on a eu une discussion une fois avec mes parents. Je leur ai demandé: «Est-ce que j'ai des chances de mourir?» de manière très factuelle et c'est très intéressant, j'avais posé à ma maman et elle m'a répondu: «Non». Elle elle m'a consciemment menti et c'est intéressant parce que intérieurement, je savais qu'évidemment j'avais des chances de mourir et en même temps, j'avais évidemment besoin que mes parents soient des piliers. Tu vois ce que je veux dire? Et Mhm. plus tard, ça m'a fait énormément relativiser cette idée hem, de faire de son mieux pour dire la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est C'est intéressant. c'est pas aussi simple que ça, en fait. C'est pas aussi C'est comme ce que tu expliques là, c'est un mensonge qui t'a rassuré. Tu avais totalement ou partiellement conscience du fait que c'était pas la vérité, mmh, mais finalement, ça te faisait du bien quand même de l'entendre ou en tout cas de. Alors, est-ce que c'est le seul fait de l'entendre qui t'a fait du bien ou est-ce que c'est le fait de réaliser, dire que je coupe peut-être les cheveux en 12, mais euh, que ta mère était capable de ce mensonge assumé pour te rassurer qui t'a fait du bien? bah, je pense que Parce c'est les 2 en même temps, la vérité, je ouais, pense. C'est probablement un petit peu des 2. Évidemment, j'avais ça m'a fait beaucoup de bien, je pense, de l'entendre, heu, pour une raison d'ailleurs, qui a été peut-être, cruciale, peut-être pas, j'en sais rien, mais n'empêche que, hem, ça m'a aidé à voir tout ce processus de greffe comme étant simplement un passage pour aller vers du mieux après et ça, je crois que ça m'a modelé de manière hyper profonde, hem, parce que j'ai forcément dû intégrer que, heu, quoi qu'il se passe dans l'existence, on a besoin que le futur, par défaut, il soit potentiellement un peu meilleur que celui que je suis en train de vivre là maintenant, surtout lorsque c'est difficile. S'il y a pas de projection un minimum positive, si le lendemain, il y a pas au moins une option que ce soit un peu meilleur, mais à quoi ça sert de continuer de se battre dans le présent, tu vois? mm. Même même si c'est un mensonge quelque part et il y a une phrase que je dis de temps en temps, «Oui, mais est-ce que c'est pas donner un faux espoir, aux gens?» et cetera. Ben, perso, moi, je préfère un faux espoir qu'un vrai désespoir. C'est intéressant parce que c'est vrai, on peut avoir ce questionnement quand on est parent, pas Bien que sûr. parent d'ailleurs aussi, hein, avec ses proches et autres, quand on veut les soutenir, quand on veut les aider, quand on veut Mmh. voilà, les accompagner dans une épreuve, Mmh. il peut y avoir ce questionnement de comment on présente les choses, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on Bien dit sûr. la vérité totale? Est-ce qu'on on enjolive? Est-ce qu'on Ouais, on reste taisant sur certaines choses? ouais. C'est vrai que perso, Mmh. j'ai cette approche qui parfois d'ailleurs me conduit un peu à des désaccords avec mon épouse, mais qui consiste à essayer de présenter le monde à mes enfants tel qu'il est et Mmh. sans voilà, sans leur faire croire que dehors c'est le monde des bisounours, que voilà, certaines choses qui n'existent pas, etc. Alors bien évidemment,
J'ai pas expliqué à mes enfants de 3-4 ans ce qui se passait dans tel ou tel pays ou autre. Bien évidemment, il y a une gradation et en fonction de la maturité des uns et des autres. Mais en tout cas, voilà, je suis pas du style à les surprotéger et à leur raconter des histoires. Et même par rapport à certaines difficultés, j'ai plutôt cette approche-là et c'est intéressant de t'entendre parce que c'est vrai que du coup, ça fait réfléchir et se dire, ben, attention, parfois il faut aussi savoir peut-être justement embellir un petit peu le paysage parce que ça peut avoir sa vertu. Ben, c'est une question fondamentale et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. D'accord? Parce que ce mensonge nécessaire, entre guillemets, m'a porté préjudice aussi après, plus tard, dans ma vie de jeune adulte. Donc, il y a toujours un prix à payer quelque part. Et personne ne pourra jamais dire, parce que si moi je me mets à la place de mes propres parents, franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ton fils ou tes enfants te demandent est-ce que j'ai des chances de mourir? Il faut quand même avoir, excuse-moi, mais il faut aussi avoir les couilles pour être capable de répondre bah oui. Et il y a de fortes chances pour que tu meurs, en fait. Ça fait appel à beaucoup de. Enfin, personne ne peut donner de conseils sur ce point-là, tu vois. Et Et puis c'est tellement, ça dépend de la personnalité de l'enfant, des parents, de leur parcours. Ça, il y a beaucoup exactement. d'ingrédients. C'est extrêmement complexe. Tu Et peux presque pas apporter la même réponse à chaque personne de toute façon. mais voilà, c'est ça, parce qu'encore une fois, là, je le présente de manière un peu négative pour que ce soit aussi assez contrasté, tu vois. Mais on savait, en fait. On savait que c'était hyper risqué. Moi, je le savais, mes parents le savaient. Et en fait, tout le monde savait que tout le monde savait, quoi, tu vois. C'est simplement qu'on avait peur. Je pense qu'on avait simplement peur effectivement, de juste mettre les mots clairs, simples, précis sur cette situation-là. Et moi, dans ma vie maintenant, j'ai pris le parti, néanmoins, de faire de mon mieux pour dire la vérité, un peu euh, comme la philosophie que toi, tu as, tu vois. J'ai une petite fille aujourd'hui qui a, je, je raconte ça, c'est une petite parenthèse, mais c'est un truc dont je parle pas d'ailleurs du tout publiquement, j'en ai jamais parlé, je pense que ce sera la première fois, mais ça me semble être important pour le coup. Comme je suis stérile à cause de tous les traitements que j'ai eus, eh bien, on a fait appel à un don de sperme, donc à une PMA, ce qui fait que je ne suis pas le père biologique de cet enfant. Et c'est quelque chose qu'on a décidé d'inclure dans le cadre familial depuis qu'elle est toute petite. Et donc, on parle de papa, maman et du donneur. Donc, on a vraiment pris ce parti, tu vois, de parler librement et de dire les choses telles qu'elles sont pour que ce ne soit pas un tabou. Mais encore une fois, euh, qui suis-je pour dire à mes parents, mais vous auriez dû faire autrement. Ça n'a pas de sens. Mmh. Oui, puis si je peux me permettre, alors je peux d'autant plus me permettre que je l'ai jamais dit aussi moi non plus sur Fortitude, mais du coup comme tu as fait une révélation très personnelle, c'est un minimum que j'en fasse de même. Je suis moi aussi stérile et enfin quasiment stérile, plus exactement, je suis presque stérile. Et et sur les 3 enfants que nous avons eus, il y a un miracle et 2 PMA. Donc c'est un sujet que je connais bien et ce que je voulais dire, c'est que pour moi, c'est le sujet de la conversation avec tes parents à l'époque, c'était pas je pense pas que le point c'était est-ce qu'on masque une vérité, un événement ou quelque chose, une donnée factuelle très précise. C'est comment on présente le risque, comment on présente le risque que la mort survienne et que l'opération échoue. Mais l'opération, elle était là, elle pouvait pas être dissimulée. Ta maladie, elle était là, tu la connaissais. Donc c'était un exercice presque encore plus délicat que celui qui consiste à se poser la question de savoir est-ce qu'on révèle à son enfant ou pas, ben voilà, qu'on est son père,
qui a un don de sperme, qui a eu une PMA, ou quel que soit l'autre, les sujets, hein, d'ailleurs, En fait, qui soient plus ou moins importants, plus ou moins graves. C'est vrai que parfois on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on dit clairement aux enfants la situation telle qu'elle est. Et pour le coup, dans la première hypothèse, je pense qu'effectivement c'est ce qu'on s'est dit. C'est tellement compliqué, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de vérité absolue sur la manière de gérer ça. Et ça dépend beaucoup de l'enfant aussi. Autant sur le deuxième sujet, je me permettrais d'avoir une approche peut-être un petit peu plus établie, ou en tout cas plus absolue. C'est que quand même, globalement, je pense que les enfants, ils ont une capacité d'adaptation qui est immense. Ils ont une capacité à comprendre, sans forcément intellectualiser, mais à comprendre intérieurement et émotionnellement plein de choses. oui. Et que très souvent, leur livrer la vérité est quand même la meilleure chose à faire. Pour eux, bien évidemment, et puis pour la famille d'une manière générale. Et c'est comme Oui. si les enfants avaient un sixième sens quand on leur cache quelque chose, quand on leur dissimule une explication. Ou... ils peuvent pas forcément le formuler. Hein. Ils peuvent pas dire non mais pourquoi tu me dis ça comme ça. C'est pas parce qu'ils n'ont pas la maturité intellectuelle forcément de formuler, mais c'est comme s'ils avaient ce sixième sens et finalement c'est comme ça qu'on crée ensuite un. Voilà, on peut créer des choses dans le temps qui se révèlent assez négatives et du coup, moi je trouve ça admirable et je vous en félicite parce que c'est quand même pas simple, mais je trouve que c'est admirable et autant que je puisse en parler, en témoigner ou en juger, je pense effectivement que c'était la meilleure chose à faire. Ouais, écoute, je suis tellement d'accord avec toi et je te remercie d'ailleurs pour ta sincérité, pour ton courage. Je sais que c'est, enfin voilà, hein, on l'a dit tous les 2, c'est pas des sujets sur lesquels on s'exprime publiquement. Je fais pas de post sur LinkedIn là-dessus, tu vois? Peut-être que j'en ferai dans le futur, mais en tout cas pas pour le moment et mais c'est ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Les enfants, comme il n'y a pas ce filtre de la réflexion, de la pensée construite, ils s'imprègnent de tout, sans juger, sans mettre de connotation morale dessus. Donc c'est beaucoup plus simple de l'intégrer. Alors évidemment, comme ils intègrent tout, bah, c'est, le positif, le négatif, le bon, le mauvais et cetera. Si tant est que ces notions existent, ça c'est une autre question. Mais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils sont beaucoup plus forts, enfin comme ils sont pur potentiel, la résilience est pas une construction, c'est un état de fait. Ils sont résilients, c'est leur nature. C'est ensuite quand on est plus âgé, adulte, qu'on a besoin de de passer la barrière du mental pour, pour construire cette résilience, voir cette antifragilité avec des étapes, avec des manières de faire, d'être, de penser, de réfléchir, et cetera, et cetera, et cetera. Mais les enfants, c'est beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus facile que ça. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que bah, voilà, la résilience, la force morale, la persévérance, tout ça, c'est des sujets qui sont vastes, qui sont très entre guillemets à la mode, ou en tout cas sur lesquels il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui interviennent, qui témoignent. Mmh. Mais la réflexion, le travail d'identification de ce qui fait qu'on va avoir le courage, ce qui fait qu'on va avoir la résilience, etc., il est loin d'être achevé. Je pense qu'il ne le sera peut-être jamais. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire au sujet des enfants, c'est qu'on voit, il y a, c'est c'est- c'est comme s'il y avait une dimension primaire chez l'enfant, une dimension assez animale, du Mmh. fait justement de l'absence de développement, ou en tout cas du développement très faible à leur âge, de la pensée, de la réflexion, de l'intellectualisation, etc., qui font que bah, face à une situation, euh, la nature, leur aspect animal et primaire, les Mmh. pousse à une adaptation et finalement à une résilience
qui surprend les adultes. Et je Oui. pense que c'est ce côté assez primaire et assez animal et assez instinctif qui alimente cette résilience. Et du coup, quand on transpose ça aux difficultés auxquelles peuvent être confrontés les adultes, bah, ça donne des pistes de réflexion sur quels Ah sont oui. les ressorts sur lesquels on peut jouer pour aider quelqu'un, pour s'aider soi-même d'ailleurs, à affronter une situation et potentiellement à la dépasser ou à bien la vivre, autant que faire se peut. Et c'est pour ça Tout que à fait. le rapport à la nature, le rapport à l'effort, à l'adversité, une forme de, comment dire, je cherche mon mot, une forme de, pas de brutalité, mais et jamais très loin, je pense, parce que justement, ça Oui. réveille une fonction primale, un instinct assez animal Oui. qui, à mon sens, est Oui. indispensable. Et d'ailleurs, si on regarde statistiquement des données sur les résistances physiques de certaines populations ou autres, etc., quand même, et moi, c'est vrai que à terme, j'aimerais bien faire ce travail de synthèse par rapport à tous les entretiens que j'aurais eu sur Fortitude, d'essayer d'identifier, de déceler ces points communs, ces facteurs de la résilience, ces vecteurs de la résilience. C'est vrai que quand même, très souvent, le point commun, c'est qu'il y a chez ces personnes-là un rapport à une forme d'effort, ou de violence, ou voilà, de vie un peu animale et un peu primaire qu'on retrouve. Et Oui. bon, bref, je me suis égaré. Oui, oui, mais c'est Mais je trouve génial. que ce que tu disais sur les enfants m'a réveillé cette réflexion-là et que je trouve assez intéressante quand même. Ah ben, t'as tellement raison. Je ne peux pas ne pas en rajouter une couche parce que je trouve que le sujet, il est absolument fondamental et puis passionnant. Je suis désolée pour les Bah non, personnes. on est là pour ça. Hein. Mais, mais oui, tu as tellement raison. Euh, et- moi, je fais de l'accompagnement depuis longtemps aussi, depuis plus de 10 ans. À la base, j'ai travaillé comme hypnothérapeute. C'est ma formation de base. Euh, Et, et je me suis très vite rendu compte que même dans le cadre de préparation mentale, j'ai travaillé avec l'équipe de France de grimpe sur le volet préparation mentale. En fait, le sujet, c'est pas du tout la préparation mentale, c'est la dépréparation mentale. C'est enlever toutes les couches de réflexion, de pensée, de machin, de tout un tas de trucs qui sont hyper utiles quand on est adulte, mais qui sont tout aussi utiles que parfois méga bloquantes dans certaines situations. Il faut déconstruire tout ça, enlever les couches d'oignon pour retrouver justement, aller chercher cette forme d'animalité, de simplicité, de force brute, pour aller chercher la nature profonde qu'il y a en nous, qui est ni belle, glorieuse, tout ce que tu veux, elle est comme elle est. Et c'est qu'on arrête de réfléchir, c'est qu'on arrête de penser, qu'on se remet dans le flux de l'existence et qu'on laisse faire un peu quand même la capacité de l'être humain à se remettre en marche, à se remettre en route et à réorganiser tout son système. Et ça, on l'obtient toujours par des biais de genre méditation, hypnose, enfin tout ce qui permet de lâcher prise en fait, même si le mot il est complètement galvaudé, il a perdu de son poids, de sa valeur, de son sens, mais, euh, mais tout ce qui permet de revenir à son animalité, en fait, permet au corps de se restructurer, de se réorganiser pour continuer d'avancer. Et je trouve que ce sujet, il est passionnant tout autant complexe parce que c'est pas du tout ça qui est valorisé dans la société actuelle, quoi. C'est le quiz, c'est la réflexion, c'est la pensée, les personnes qui parlent bien, etc. Mais c'est pas ça qui fait avancer dans l'existence. Euh, Ça fait avancer, mais Oui, pas pardon, excuse-moi. exclusivement. Voilà. C'est pas, enfin, je peux difficilement pas défendre le volet de la pensée, de la philosophie et tout ça parce que c'est quand même une composante Bien sûr, bien sûr. indispensable. Mais c'est vrai que comme tout, il faut de la nuance. On peut pas Oui, être
que dans quelque chose, on peut pas être que dans la pensée, on peut pas être que dans la philo, on peut pas être que dans la réflexion permanente, et à la fois, on peut pas non plus être un homme des cavernes Exactement. et ne jamais lire et ne jamais s'interroger, ne jamais échanger, ne jamais aller voir un psy, ne jamais, voilà. Tout à fait. Il faut prendre de tout. Mais c'est Oui. vrai que là où je te rejoins, c'est qu'aujourd'hui, la tendance majoritaire, c'est une tendance qui pousse à la réflexion, à Mm. l'intellectualisation d'une certaine manière, ce qu'on appelle le développement personnel aujourd'hui, qui lui aussi est un terme, une expression qui veut dire à peu près tout et n'importe quoi, Oui, euh, est très axé sur des choses conscientes et très intellectuelles. Et je pense qu'il faut savoir doser. ouais, tout Et il à faut fait. faire confiance à son instinct, il faut faire confiance à son corps, il faut faire confiance à son corps dans toutes ses dimensions, hein. Exactement. C'est pas que l'enveloppe extérieure. Et il faut Voilà. savoir trouver des activités qui permettent d'exprimer ces parties-là de nous, de s'exprimer. Exactement. Si je fais une analogie avec les sports de combat que je connais bien, c'est vrai que très souvent, on va enfin, pas très souvent, mais c'est vrai que ça arrive chez tous les combattants, on connaît ça, on réfléchit trop. Oui. Et tu vas avoir ton coach qui va te dire, tu es en train de combattre, etc. Et lui, il va le voir, il va le sentir, il va dire, mais tu réfléchis trop, là, tu penses Oui, trop. bien sûr. Tu es trop dans la réflexion de, voilà, comment je vais me positionner, où mon adversaire est trop fort, etc. Et tout ça. Et très souvent, on l'entend, on dit, mais arrête de réfléchir. Et quand on arrête de réfléchir et finalement, on bascule dans cette phase un peu instinctive et primaire, comme par hasard, tous les mécanismes, tous les automatismes s'installent, s'expriment et en général ça se passe mieux. Oui. Donc voilà. Donc, bah, c'était une parenthèse qui n'était plus une parenthèse d'ailleurs, parce que je crois qu'on a oublié où est-ce qu'on a mis la parenthèse au départ. Donc on va même pas s'embêter à fermer la parenthèse. Mais je pense Mm. que c'était intéressant d'insister là-dessus. Donc si on revient sur notre biographie, Mm. le résultat de cette greffe, il a été, si on se parle aujourd'hui, c'est que c'est le cas, plutôt positif. Ça a plutôt fonctionné, non? Écoute, oui, ça a plutôt été positif. Il y a eu encore plus, après la sortie de la bulle, quelques mésaventures, parce qu'il y a eu cette maladie du rejet du greffon contre l'autre. Quelques mois après, donc il a fallu que je retourne faire des traitements à l'hôpital pendant des semaines. Enfin, c'était un peu rock'n'roll. N'empêche que si je suis là, c'est qu'effectivement, la greffe a pris. Tu vois, ça s'est quand même bien passé et je suis toujours vivant, ce qui est déjà un miracle, tu vois. Mais effectivement, on t'a pas laissé tranquille très longtemps puisque tu continues ton parcours en escalade, tu deviens moniteur d'escalade vers 21 ans, je crois, et à 22 ans, tu as tes premiers cancers de la langue. Exactement. Ce que j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est que dans cette pathologie, il y a aussi ce qui va avec le package maladie de Fanconi, c'est une susceptibilité d'avoir des carcinomes, d'avoir des cancers qui sont multipliés par, je me rappelle plus combien, c'est 300, 400, 500 fois par rapport à la population normale, qui n'ont pas de prédisposition particulière. Et ce qui fait que, en gros, on est quasiment sûr d'avoir des cancers à un moment donné ou à un autre. Et sachant que si on a été greffé, ces chances sont encore démultipliées, si on peut appeler ça des chances. Donc, à 22 ans, j'ai un premier cancer sur la langue, dans la sphère ORL, et donc je dois être opéré. Et petite difficulté supplémentaire, c'est que il s'agit de, dans la mesure du possible, on n'utilise pas ni la radiothérapie ni la chimiothérapie parce que potentiellement, ça peut engendrer plus de cancer que ça n'en enlèverait. Donc, et ça, c'est dû à la particularité de la maladie de Fanconi parce qu'il y a ce qu'on appelle une instabilité chromosomique, c'est-à-dire que toutes les cellules du corps sont sujettes à muter beaucoup plus rapidement parce qu'elles sont instables, chromosomiquement parlant. Je ne suis pas spécialiste, donc je ne vous dirai pas pourquoi, parce que j'en sais rien. Mais tout ce qui est de alcool, drogue, tous les facteurs de stress, exogènes, endogènes, la pollution, enfin, tout ça, potentiellement, ça va
avoir encore plus d'effets néfastes, potentiellement néfastes, dans une personne qui a cette maladie-là. Donc, en gros, on est sûr d'avoir des cancers. Voilà. Ça, c'est le raccourci. Hmm. Et du coup, à l'époque, parce que le cancer de la langue, tous les cancers sont particuliers, et tout, mais c'est vrai que l'enjeu, c'est, et tu te posais la question, je crois que tu l'as dit en ces termes, hein, vais-je pouvoir continuer à parler, à manger, à embrasser? Oui, tout à fait. C'est quand tu as 22 ans, ces questions, elles sont très formelles, elles sont très simples, mais elles ne peuvent pas ne pas venir en tête, en fait. Parce que parler, manger, boire, embrasser, enfin, on est en plein dans la construction de l'homme adulte, si tu veux. Donc, ça chamboule un peu, effectivement. En plus, par-dessus ça, moi, j'ai une taille un peu singulière parce que je mesure 1,50 m. Et ça aussi, ça a d'ailleurs été, je m'en suis aperçue beaucoup plus tard, mais ça a été la chose qui m'a le plus handicapée parce que je ne voulais pas voir le rejet, la condescendance, la projection de faiblesse qu'il y avait sur les personnes, sur un homme dans la société occidentale qui est assez petit. C'est plus dur, c'est factuellement beaucoup plus difficile pour tout un tas de raisons, sur tout un tas de sujets. Et donc, il a fallu aussi que je gère en plus ce truc-là, quoi. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées comme ça, à l'air de rien. Mais paradoxalement, ça a été aussi ma grande force et c'est ce qui m'a permis d'aller chercher, en tout cas, des rêves, des sujets, d'aller gravir des montagnes qui sont probablement un peu plus ambitieuses que la moyenne. Non, je réfléchissais justement entre ce lien entre ton parcours, ta maladie, ton état, ce que tu viens d'expliquer sur ta taille et ce rapport à la montagne. Parce que c'est vrai que la montagne nous juge tous de la même manière. Oui, Elle fait pas le tri non, entre les grands costauds, les petits plus frêles. Elle, voilà, elle est à la fois extrêmement dure et à la fois extrêmement ouverte. Et du coup, voilà, disons que ça m'étonne pas, ça ne me surprend pas que la montagne ait été l'univers dans lequel tu t'es senti le plus à l'aise pour évoluer et conduire ta vie. La question, elle peut être simplement posée. La montagne, c'est un refuge pour toi? c'est même plus que Point ça. d'interrogation. Oui, 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 C'est oui. pas une affirmation, c'est une question. Mmh. C'est même plus que ça. Pour moi, c'est un terrain illimité d'expérimentation et de découverte et d'aventure. D'aventure de moi avec moi-même, de la nature avec moi, de moi avec les autres, tu vois, vraiment dans toutes les dimensions. Euh, je, je, je me retrouve dans la nature parce que ça me permet de retrouver ma nature. C'est vraiment ça qui se joue. Parce que tu ne peux pas tricher et aussi parce que c'est symboliquement parlant, c'est extrêmement métaphorique et donc ça joue au niveau de ton inconscient, ça joue sur l'âme de la personne parce que qu'est-ce qu'on fait? En fait, on s'élève contre la gravité l'air de rien. Tu vois, on, 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 on essaie de s'affranchir du truc le plus universel qui soit, c'est la bonne vieille gravité. Et donc, c'est très insolent quelque part. Hein. et, et évidemment, on fait ça de manière purement, c'est pas égoïste, mais ça n'a pas de sens parce que tout ce que je peux faire, c'est revenir sur Terre à un moment ou à un autre. C'est de rentrer à la maison et donc de revenir à mon point de départ. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait? Et je pense qu'on fait ça parce qu'on a un besoin viscéral de, de, même si c'est inatteignable, de chercher à s'affranchir de la gravité en fait. Et puis, ce qui compte évidemment, c'est toute l'aventure qui se passe dans cette quête inaccessible de légèreté, d'immortalité, de tout ce que tu veux. Enfin, tu peux mettre tous les mots que tu veux derrière, mais c'est vraiment ça ce qui se passe inconsciemment. On essaie de s'élever
quand on grimpe, quand on fait de la montagne. Et ce qu'on a appris pendant le chemin, pendant le parcours, pendant cette ascension, on essaie tant bien que mal de le ramener à la maison et puis d'en faire quelque chose d'utile, de le transformer en une attitude concrète, si tu veux. Mais c'est tout. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte après coup que je pense que quand j'étais jeune, j'ai passé tellement de temps dans des hôpitaux, dans des milieux fermés, dans une bulle stérile pendant 2 mois où tout le monde était habillé tout en blanc, etc., que j'avais un besoin fou de, de liberté, de grandeur, de couleur, de vallée, de montagne, de vie, en fait. Et je crois que c'est aussi grâce à cette période, quand j'étais jeune, où j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, que par compensation, j'avais très fortement envie, tu vois, d'aller exactement à l'opposé. Et donc, exactement l'opposé, bah, c'est la nature, tout simplement. Que ce soit la mer, la montagne, les champs, mais c'est la nature dans son intégralité. On a parlé de tes premiers cancers de la langue à l'âge de 22 ans. Comment ça s'est passé ensuite? Comment tu t'en es sorti? Et où tu en es aujourd'hui? Mamma mia. Alors, alors, je te propose de tenter un, un petit accéléré. Alors, donc, en 2007, j'ai 22 ans, j'ai un premier cancer de la langue euh, qui, est, qui a été résolu par de la chirurgie, tout simplement. On l'a enlevé parce que n'était pas invasif, je n'avais pas de métastases, etc. Et donc, l'opération s'est plutôt bien passée. On m'a enlevé un petit morceau de langue. C'était pas gros, voilà, bon, classique, entre guillemets. Et malheureusement, il y a eu une rechute quelques mois après, donc cette même année 2007. Et là, pour le coup, c'était un plus gros morceau, encore sur la langue, une opération encore plus importante, puisqu'il a fallu ouvrir vraiment toute la mâchoire, les mandibules. Donc, c'était un peu, je pense que ça devait être un peu la boucherie. Euh, et à ce moment-là, pareil, il savait encore moins si j'allais pouvoir reparler normalement, remanger, etc. Embrasser, n'en parlons pas. Donc là, pour le coup, c'était un peu tendu. Ce deuxième épisode était un peu tendu. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, c'est une anecdote que je raconte dans mes conférences, mais clairement, ça sentait un peu le sapin, d'accord, parce que ça ne va pas dans la bonne direction, hein. Quand il y a des récidives assez proches, on s'attend à ce qu'il y en ait de plus en plus et de plus en plus rapprochés, donc c'est quand même pas très joyeux. Mais là, je me suis dit, ça sent le sapin, j'ai envie de réaliser un rêve que j'ai depuis longtemps. On n'en a pas parlé ensemble encore, mais je suis passée par le conservatoire en piano et en violon, donc je joue des 2 instruments. Et j'ai toujours eu ce rêve en tant que joueur de piano, je ne dis pas pianiste parce que ce n'est pas le cas, mais joueur de piano. Euh, j'ai toujours eu le rêve d'avoir un piano à queue. Et, et du coup, là, je me dis, bon, bah, c'est le moment, j'ai un peu d'argent de côté, je vais claquer toute ma thune et je vais acheter ce fameux piano dont je rêve depuis très longtemps. Donc, je cherche, je me renseigne à droite à gauche et je finis par trouver le piano de mes rêves. C'est un Bechstein d'1,80 m à cajou brillant. D'ailleurs, il est juste derrière moi. Là, vous ne le voyez pas, mais il est dans ma maison à la montagne. Je l'ai fait amener ici. Bref, je signe, et c'est vrai, je signe l'achat du piano de mes rêves la veille de mon entrée à l'hôpital pour cette opération numéro 2. Et je signe le bon de commande parce qu'il faut que le piano il soit préparé, etc., avant d'être livré. Et je me souviens très bien que l'opération se déroule. Après l'opération, je suis vraiment comme un con, si tu veux, sur mon lit d'hôpital parce que j'ai une trachéotomie, euh, c'est-à-dire que je ne respire pas par la bouche, mais je respire par la gorge. Il y a un tube qui est là. Je ne peux pas m'alimenter normalement, je ne peux pas parler, évidemment. Il y a tout un tas de choses que je ne peux absolument pas faire. Et donc, il y a des moments où je me demande, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Pourquoi est-ce que je continuerai à me battre? Pourquoi est-ce que je continuerai à avoir envie d'aller de l'avant? Parce que
enfin, tu vois, pourquoi en fait, le fameux sens de l'existence. Et je me pose vraiment cette question, mais pourquoi? En plus, à 22 ans, je suis mal dans ma peau, je ne suis pas vraiment acceptée dans la société, on me regarde toujours bizarrement, avec condescendance, c'est dur. Et je me dis, pourquoi est-ce que je continuerai? Et je me souviens très bien que dans ces moments-là, à ma droite, il y avait une petite commode avec un tiroir. Et quand j'étais au fond du trou, j'ouvrais le tiroir et je prenais entre mes mains juste la putain de facture de mon piano. Et, et, et juste le fait de regarder cette facture avec le chiffre, le montant, TTC, en fait, je me projetais dans ce moment où j'allais enfin pouvoir réaliser ce rêve de jouer sur un instrument magnifique, de jouer du Chopin, du Bach, du Rachmaninov, etc. À l'époque, je voulais le mettre dans la maison de mes parents parce que moi, je n'avais pas la place à Paris. Et en fait, ce moment a été absolument fondateur pour moi parce que j'ai vraiment compris que à chaque instant, il y a des choses dans l'existence qui sont essentielles auxquelles on doit se raccrocher. On doit s'accrocher. Et pour moi, la prise essentielle à ce moment-là, c'était une facture, quoi. C'était une putain de facture. D'ailleurs, j'en ai appris qu'une facture pouvait être source de joie intense et profonde. Ce qui fait que lorsque j'ai des appels de l'URSSAF maintenant, voilà. Ouais, Je, tu as une émotion forte. Exactement. Il y a une espèce de neuroconnexion qui se fait, qui est complètement improbable. Mais voilà. Mais et vraiment, ce moment, j'en ai fait. En fait, ça s'est tellement intégré dans mon existence que tout s'est connecté. Je me suis dit, mais c'est pour ça que je grimpe, en fait. C'est-à-dire que j'ai compris que pour grimper, pour s'élever, mais dans la vie comme sur le rocher, on, on a besoin d'attraper une prise après l'autre. Et quand c'est très facile, lorsque tout va bien, et aussi, et surtout lorsque c'est très difficile, on a simplement besoin de savoir quelle est la prise essentielle que j'ai envie d'aller chercher après, pour éviter de rester au même endroit et de plus bouger et de tétaniser et de tomber. Et ça, j'ai vraiment senti profondément et dans mon corps. Et évidemment, j'ai fait le lien avec cette activité de l'escalade. Je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça que je grimpe. C'est vraiment pour ça, quoi. La vie, c'est pas autre chose. C'est continuer de s'amuser à ce jeu de grimper, d'aller de l'avant, d'aller contre la gravité pour atteindre un hypothétique sommet. En tout cas, moi, je le conçois comme un sommet intérieur maintenant. C'est pour ça que dans mes accompagnements, j'appelle ça grimpe au sommet de toi-même. C'est pas le sommet à l'extérieur qui est intéressant, c'est toi. Tu grimpes toi-même pour t'atteindre toi-même, quoi. Un peu plus, deviens toi-même. Mais voilà, ça a vraiment été un moment fondateur dans mon existence. C'est en novembre 2007, cette expérience-là. Ouais, ouais, Cette facture. ouais, ouais, que j'ai encore, Et évidemment. ce témoignage est extrêmement intéressant. Parce que ça fait écho à d'autres témoignages qui ont démontré effectivement l'importance d'avoir ce projet, un projet, quel Oui. qu'il soit, quand on a besoin de survivre. Et il y a notamment un personnage que je cite très souvent, que j'ai cité dans mon livre, que je cite aussi assez régulièrement sur Fortitude, qui est Viktor Frankl. Bien Viktor sûr. Frankl, donc qui est ce psychiatre autrichien qui a survécu, qui est un rescapé des camps de concentration, et qui notamment explique dans son livre majeur, qui est Man's Search for Meaning, qui est en deux parties. La première partie, c'est le récit de son passage dans les camps, et ensuite la deuxième partie, c'est l'explication de la logothérapie, qui est cette comment dire, cette thérapie par le sens qu'il a développée. Et donc il témoigne de la manière dont chacun réagissait
ou vivaient ou tentaient de survivre aux grandes concentrations. Et ce qui faisait que les uns abandonnaient, que les autres perdaient espoir ou que certains survivent. Et notamment, il a dit cette phrase: dans les camps de concentration nazis, les plus aptes à survivre étaient les prisonniers qui avaient un projet à réaliser après leur libération. Ouais. Et on peut aussi faire le parallèle avec Solzhenitsyn, Oui. qui, son œuvre majeure, qui selon moi devrait être, dont la lecture devrait être obligatoire à l'école, qui est l'archipel du Goulag, qui raconte son séjour dans les camps soviétiques. Lui aussi, il a entrepris pendant tout son emprisonnement de conserver beaucoup de mémoire, hein, ce qui est assez remarquable parce qu'il n'avait pas les moyens d'écrire, de prendre des notes, le moindre papier, il pouvait pouvait le faire assassiner, hein. Donc il a fait ça beaucoup de mémoire, mais il avait entrepris de garder les témoignages des co-détenus, des autres prisonniers, pour ensuite faire son œuvre qu'il a fait pendant les années qui ont suivi sa libération. Mais bref, tout ça pour dire, vos 3 témoignages démontrent effectivement le caractère absolument essentiel d'avoir quelque chose, un projet quel qu'il soit en cours, peut-être pour le coup quelque chose d'intellectuel, d'émotionnel, pas de trivial, comme un moteur de la survie et de la résilience. Oui. Ça paraît tellement cucul-la-praline que la plupart des gens n'y apportent pas assez d'intérêt et d'attention. Je commence mes conférences, moi, par ce premier point qui est quelles envies vous gardent en vie. Tu vois, par cette question. J'ai croisé tellement de personnes, si tu veux, et là, ça c'est une expérience que je partage aussi dans ces moments-là, tellement de personnes qui, en fait, leurs envies, c'est d'avoir des problèmes. Je te donne un exemple un peu trash, mais c'est mon expérience, tout simplement. J'ai croisé énormément de gens qui ont la même pathologie que moi, un peu partout dans le monde. Il y a eu une période entre mes, justement, 20 et puis 30 ans. J'ai eu ce besoin, cette nécessité d'aller à la rencontre d'autres personnes dans ce petit milieu, des gens qui ont la maladie de Fanconi. Donc, j'ai voyagé aux États-Unis, Canada, Europe, Asie, etc. Et je m'amusais à poser cette question toute simple à quasiment tout le monde que je rencontrais, qui ont cette maladie. Je leur demandais, c'est quoi ton projet en ce moment? De quoi est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui te rend, qu'est-ce qui te met en joie là? Qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine? Tu as envie de faire quoi? C'est quoi ton rêve, toi? Enfin, c'est questions toutes bêtes, quoi. Eh bien, j'avais 2 types de réponses. Il y avait des personnes qui répondaient effectivement à cette question de manière plus ou moins précise, avec plus ou moins d'entrain, d'enthousiasme. Et il y avait de l'autre côté tout un tas de personnes qui en fait me répondaient par ce dont ils avaient peur. C'est-à-dire qu'ils ne répondaient pas du tout à ma question. Ils me répondaient par un truc du genre ben moi, la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous chez l'ORL ou j'ai un rendez-vous chez le dermato, voilà, et ça m'embête un peu parce que je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer parce que bon, comme j'ai déjà eu un cancer il y a 3 mois, etc., puis je ne sais pas quel traitement est-ce qu'il va me proposer. Enfin bon, bref, il ne répondait pas du tout à la question. Et c'est très simple, le constat que j'ai fait, c'est que 100% des personnes qui répondaient à ma question de c'est quoi ton envie, qui me répondaient par en fait de la peur et par ce dont ils avaient peur, ils sont tous décédés aujourd'hui. Ils sont tous décédés, 100%. Et moi, ça m'a marqué, quoi. Je me suis dit, mais c'est con. Mais vraiment, s'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de vie, quoi. Et ça rejoint exactement ce que tu disais avec
notre ami, le docteur Frankl, qui a, comment dire, c'est une référence, il faut absolument lire ce livre. Je suis d'accord avec toi, c'est comme l'archipel du Haut-Goulag, il faudrait absolument qu'il soit donné même dans les écoles, tu vois, que l'éducation nationale le donne aux élèves. Mm. Mais on a besoin d'avoir une direction, on a besoin d'avoir un but, un objectif, sinon la vie n'a pas de sens. Et comme la vie, c'est quand même majoritairement, et tous les courants de pensée, toutes les religions le disent, la vie, c'est quoi? C'est de la souffrance. Ah, c'est la seule certitude, c'est que c'est pas facile, quoi, tu vois. C'est qu'on va souffrir, les loulous. Et ben, et s'il n'y a pas de sens, un minimum, s'il n'y a pas un minimum de sens, de direction, ben, les gens abandonnent. Et quand on abandonne, ben, évidemment, on sait ce qui arrive, quoi. C'est vrai que beaucoup vont te répondre, qu'est-ce que le sens? Ça veut dire quoi le sens? C'est quoi le sens? Et c'est une question qui est bien évidemment ancienne. Certains diront que c'est un puits sans fond. Oui. Je me suis beaucoup posé la question de la définition du sens, notamment quand j'ai écrit mon livre. Et c'est Viktor Frankl qui m'a donné la réponse. J'ai fait un livre sur les penseurs antiques. Et comme j'ai pas peur de faire des grands écarts, il me manquait un lien logique. Il me manquait une clé de voûte sur tous ces courants de pensée, tous ces principes que j'ai mis en avant dans le livre. Et c'est Viktor Frankl qui m'a donné cette clé. C'est Viktor Frankl qui m'a permis d'articuler tout ça avec sa définition du sens et qui est qui si on veut vraiment simplifier, le sens c'est l'action. Et voilà. Le sens c'est l'action. Oui. Les nihilistes qui par définition sont ceux qui considèrent que la vie n'a pas grand intérêt puisque de toute façon tout va s'achever, tout va se terminer, on va mourir, on va finir 6 pieds sous terre, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse. Les nihilistes, ils n'ont pas compris que l'intérêt, le sens, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Exactement. C'est l'action. Et c'est le triptyque de Viktor Frankl, dont j'ai évoqué 50 fois sur ce podcast, mais le triptyque de on donne au monde par son travail, par ses contributions, par son amour, par son générosité, on prend au monde par ses expériences. On regarde un coucher de soleil, on entend un rire d'enfant, une bonne bouffe entre amis, etc. Et puis on fait face au monde. Ouais. On affronte le monde. Quand on a ces 3 composantes-là, on a le sens. En tout cas, c'est mon avis. Et je le partage. C'est chouette. Bon, malheureusement, même si j'ai dit que ça pouvait durer 4 heures, j'ai exagéré un petit peu, parce que c'est pas vrai que ça peut durer 4 heures, même si mes auditeurs sont sympas et qui s'accommodent bien de la durée de nos entretiens. Et c'est vrai que des entretiens comme ça peut pas être accéléré, ça peut pas se faire en 15 minutes, c'est sûr. Mais néanmoins, il faut qu'on respecte un cadre. Il y a 2 points que je voulais aborder avec toi pour terminer. Déjà, avant-dernière question que je voulais te poser, qui est la question que je pose à la plupart de mes invités, au sujet de mon fameux tableau. Alors, je sais que tu as mon livre entre les mains, que j'ai eu le plaisir de t'offrir. Merci. Donc, je voudrais que tu ailles en page 30. Alors. Et en page 30, tu vas y trouver un tableau. Le fameux, oui. Le fameux tableau qui représente la représentation imparfaite d'une vie de 80 années. Oui. Chaque case représentant une semaine. Et je voudrais que tu me dises ce que ce tableau t'inspire. Eh bien, rien du tout.
Bon, je vais quand Je même crois que développer. je n'avais pas eu cette réponse jusqu'à maintenant. J'en ai eu plein de très, très, très différentes. Ouais, c'est vrai. Mais, enfin, il faudrait que je reprenne mes épisodes. Peut-être une personne m'a déjà dit ça. Mais vas-y, continue. T'as le droit, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Je le vends pas, hein, de toute façon, hein. En fait, je lis avec beaucoup de pétillance parce que ça m'inspire rien du tout et c'est profondément vrai parce que moi, ce que je vois, c'est un tableau avec des cases, en fait. Et il n'y a pas il y a pas de couleur, il y a pas de, il est, euh, il est brut, il n'est pas vivant, quoi, en fait. J'ai l'impression qu'il est déjà mort. Et même si je comprends très bien visuellement ce qui se passe quand tu remplis toutes les petites cases et tout, il est assez connu, ce euh, petit tableau. Euh, j'ai envie de dire, même s'il y avait que 3 cases qui étaient remplies, ou même s'il y avait 90% des cases qui étaient noircies, en fait, j'en ai rien à secouer, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je fais maintenant, comment j'utilise le temps que j'ai là maintenant. Et ce genre de tableau, euh, euh, mon existence tout entière est suffisante pour que je l'ai en tête, ce tableau. Tu vois, euh, le nombre de cancers que j'ai régulièrement est suffisant pour me rappeler que c'est maintenant que ça se passe et que c'est pas demain, que c'est pas hier. C'est là maintenant. Qu'est-ce que je fais maintenant avec le temps que j'ai? Peu importe ce qui m'arrive. D'ailleurs, c'est le message que je transmets tout le temps à tout le monde partout. C'est le plus important. C'est pas ce qui m'arrive. C'est qu'est-ce que je fais avec ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais avec le temps que j'ai maintenant? Et là, tu vois, je suis très contente de le passer avec toi parce que j'ai l'impression que c'est utile parce que si on reprend le triptyque que tu viens de nous donner, euh, le sens et l'action. Donc, j'ai l'impression de donner, j'ai l'impression de donner un peu de mon existence, de mon partage, de mon aventure. Euh, je prends aussi parce que je suis nourrie par tout ce que tu me racontes aussi, par les expériences que toi tu partages. Et en même temps, bah, on est là tous les deux à affronter, entre guillemets, une situation précise qui est un podcast et on fait de notre mieux pour, pour être présent et pour donner le maximum, tout simplement. Et donc, pour moi, c'est ça qui est important, c'est de remplir ma journée avec, avec des, avec des actions ou des inactions qui ont du sens. Et parfois, l'action qui a du sens, c'est aussi de rien faire. Parfois, l'action qui a du sens, c'est de regarder Netflix. Et parfois, l'action qui a du sens, c'est à 11 heures du soir, envoyer encore un email. Bah, tu vois que mon tableau, il t'inspire. Et puis, merci pour la référence à Netflix. Ça va peut-être me permettre de décrocher des sponsors. Non, blague à part, tu as tout à fait raison. Et je savais en posant la question qu'il y avait de fortes chances que tu répondes comme tu l'as fait, puisque Bien sûr. toi, tu n'as pas besoin du tableau. Le tableau, tu l'as en toi. Parce Oui. que ta vie t'a fait réaliser très tôt Mm. cette la finitude et l'importance de chaque moment. Mais le tableau, bien évidemment, il a pour objectif de susciter une réaction chez ceux dont la vie, bah, heureusement pour eux d'ailleurs, Ouais. on va pas leur reprocher, hein, bah, n'ont pas pu avoir forcément cette prise de conscience. Et Ouais. je m'autoriserai à me faire de l'autopromotion en citant justement 2 paragraphes que j'ai écrits à côté de ce tableau et Oui. qui, à mon avis, font écho à ce que tu viens d'expliquer, de dire, où j'ai écrit: l'objectif est de remplir chaque journée, pardon, comme si elle était le résumé de ta vie. As-tu Exact. construit? As-tu partagé? As-tu appris? Es-tu renforcé physiquement ou moralement? As-tu aimé? Ouais. Souhaites-tu que chaque journée de ton existence ne soit que le brouillon d'une vie rêvée, ou bien les épreuves successives d'un chef-d'œuvre qui s'affine et s'améliore sans cesse? Ouais. Mais c'est magnifique, je l'ai aussi. Moi, j'ai énormément adoré cette citation de Sénèque que tu écris, pareil, page frontière. Je fais en sorte qu'un seul de mes jours soit comme une vie entière.
Et je fais en sorte qu'une seule de mes journées soit comme une vie entière. Et à titre personnel, c'est vraiment cette, je sais pas si on peut appeler ça une philosophie de vie, une pensée, une machin, peu importe, mais c'est ça qui me tient à cœur en tout cas. C'est le but de mon existence, c'est que chaque jour soit une vie entière. C'est évident. Donc c'est vraiment de la vivre comme une aventure quotidienne de chaque instant où, où je fais de mon mieux, quoi. Je fais de mon mieux pour être là, pour être présent, pour être avec, même s'il y a des difficultés, même s'il y a beaucoup de gravité parfois. Parfois, il y a beaucoup de légèreté, mais je suis là, quoi. J'affronte et je fais de mon mieux avec ce qui arrive et je fais de mon mieux avec le jeu existentiel que j'ai entre les mains. Mais ça demande quand même un petit ingrédient qu'on appelle le courage et qui et qui n'est pas forcément pareil au programme de l'éducation nationale. Oui, il y a pas mal de choses qui manquent au programme, Oui. effectivement. Alors après, c'est vrai que quand on dit tout ça, j'avais ressenti le besoin d'ailleurs de l'écrire. Dans Mmh. cette partie-là, très souvent, on fait l'amalgame entre aborder chaque jour comme une vie entière et le détournement de l'adage carpe diem, comme si on Ah pouvait oui, faire finalement que ce qu'on voulait, un peu n'importe quoi chaque jour parce qu'il fallait profiter de chaque jour. C'est pas ce qu'on dit du tout, bien évidemment. Et pas du c'est tout. pas l'idée est pas de faire n'importe quoi. Non, c'est pas dans C'est l'hédonisme, quotidien, hein. voilà, c'est bien c'est d'ignorer le passé. Mmh. Euh, et là, je suis totalement en train de m'auto-plagier puisqu'effectivement, j'ai la phrase sous les yeux. Il s'agit au contraire d'ignorer le passé et l'avenir pour faire correctement ce que j'ai à faire. Et non ce qui me tente, ici et maintenant, de faire le meilleur usage de ma situation au lieu de le regretter ou d'en rechercher une autre. Bref, Ouais. donc, bah, je trouve que c'est une bonne façon de conclure. Pour terminer, vraiment, parle-nous un peu de ton actualité. Comme je le disais au début de notre entretien, donc aujourd'hui, tu as au-delà de la grimpe, tu as cette activité de conférencier, tu fais du mentoring, tu fais des masterclass. Tu as d'ailleurs travaillé auprès d'entreprises prestigieuses comme L'Oréal, Carrefour, Sodexo, etc. Donc, bien évidemment, les personnes que ça intéresse je mettrai dans les informations de l'épisode le lien vers ton site internet, donc ils peuvent te contacter par ce biais-là. Est-ce que tu as d'autres actualités brûlantes en ce moment dont Mmh. tu voudrais partager? Écoute, j'en ai une qui est évidemment un prétexte, parce que tous les objectifs sont des prétextes pour simplement aller de l'avant, d'accord? Et puis s'amuser. Hem, cette année, où je me suis lancé le défi de faire, 100 conférences et donc j'ai vraiment à cœur de partager, peu importe, le contexte, la taille, association, une grosse boîte et cetera, une banque, peu importe. Hem, mais j'ai vraiment à cœur de transmettre, et de partager cette idée à la con toute simple, qui est de dire, bah, oui, c'est important, c'est pas ce qui vous arrive, c'est qu'est-ce que vous faites, quoi. Qu'est-ce que vous faites là maintenant, tout simplement, avec ce qui vous arrive et j'ai vraiment à cœur, c'est de le partager tant que je le peux encore parce que, bah, bon, pour ne pas être dans le déni et pour être très factuel, j'ai encore pas mal de soucis de santé. Les, cancers, en 2007-2008, ils sont revenus encore en 2014. En 2020, j'en ai encore un cancer de la gorge, 3 jours avant que ma compagne accouche. 2021 aussi, 2022, même 2023 cette année. Donc il y a une petite, il y a une légère petite pression de l'existence, n'est-ce pas? Qui m'invite à continuer d'aller de l'avant et c'est pour ça que je me suis lancé ce petit défi donc si ce qu'on a partagé aujourd'hui et ben, ça vous a plu, hésitez pas évidemment, transmettre, partager, ce podcast et tous les autres de Nicolas et si vous voulez, me faire intervenir, pour une conférence, pour une intervention, ce sera avec grand plaisir, peu importe le contexte. Voilà l'actualité. C'est top. Et puis, c'est vrai que au vu de tout ce que tu nous as expliqué, de tout ce que tu as raconté, de ce que tu viens de dire à l'instant, je ne peux que te remercier vraiment du fond du cœur pour la confiance que tu m'as témoignée, pour
voilà, m'offrir ces 2 heures ensemble pour échanger, parce que voilà, avec quelqu'un qui cultive autant son temps et qui lui est si important, voilà, c'est pas rien. Il y a plein de valeurs monétaires aujourd'hui, il y a plein de manières de fixer la valeur d'une chose. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait longtemps maintenant, mais pour moi, le temps, c'est une valeur absolument essentielle. Et quand quelqu'un m'offre de son temps, je lui suis extrêmement reconnaissant. Et donc, vraiment, merci du fond du cœur pour ce temps, pour ce moment, pour ce témoignage, pour ton combat. Et bien évidemment, les auditeurs de Fortitude et moi-même, on te souhaite toute la force, la fortitude dont tu auras besoin pour continuer à faire face. Et voilà. Merci infiniment, Nicolas, et merci à tous. Accrochez-vous et lâchez prise. Il faut choisir, accrochez-vous, lâchez prise. Ah, il est relou, il met les deux en même temps. Bah oui, c'est comme ça. Il y a toujours les deux. Il faut grimper, il faut faire les deux. Hein. Bon, Exact. merci beaucoup, Christophe, et à très bientôt. À très bientôt.